savez le titre, hein, je crois que vous êtes venu pour, donc vous êtes au courant, Prélude à l'éthique du féminin, donc vous pourrez expliquer le titre d'ailleurs tout à l'heure. Euh, Ce qui est particulièrement beau, c'est qu'on a toutes sortes de formes avec des entretiens, par exemple, et des entretiens à chaque fois un peu différents. Il y a une variation sur la forme même de l'entretien qui vire parfois à la conversation. Il y a il y a des interventions, des conférences, des essais proprement dits. Il y a toutes ces formes qui viennent jouer ensemble pour donner quelque chose de très ouvert, évidemment de polyphonique, et on est en plein polylogue, bien sûr. Enfin, tout ça d'une grande cohérence avec votre travail, mais qui est assez différent de ce que vous avez finalement avec Dostoïevski, avec d'autres livres. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, presque chatoyant. Et il y a aussi de l'art, on intervient avec Anish Kapoor à la fin. Bon, et on convoque les grands écrivains, on convoque les penseurs, les psychanalystes, et notre temps qui est prise à partie. Vous citez Hölderlin en disant que vivre, c'est défendre une forme. Alors, quelle forme défendez-vous à part D'abord, merci de m'accueillir. Merci, Olivier, d'avoir lancé cette initiative. Et merci, mesdames et messieurs, chers amis, et ceux que je ne connais pas, mais qui ont trouvé le temps de venir ce soir et qu'on se rencontre et qu'on essaye d'échanger à une époque où ce qui se passe est, pour rester simple et pas dramatique, une grande incertitude. Pourquoi prélude à une éthique du féminin? Parce que c'est une ouverture vers une grande question qui est la place du féminin dans la vie de tous les jours, des sexes divers et variés, puisque aujourd'hui on est dans une époque où, comme je le dis dans le génie féminin, la conclusion du livre, où chacun choisit son sexe. Et c'est dans cette multiplicité possible, polyphonie comme vous dites, les questions pour moi de la différence sexuelle restent présentes, et c'est à partir d'elles et de la présence de l'autre sexe dans le même que se construit cette polyphonie. Et pourquoi prélude? Parce que je ne réponds pas à des questions, il n'y a pas de synthèse, c'est une entrée dans cette vaste question qui vont me mener de ma pratique d'analyste à mes origines, une poétesse bulgare sur laquelle j'avais écrit une étude qui n'est publiée qu'en bulgare en 1964, alors que j'ai quitté le pays en 1965. Donc la première fois, ce texte est dans le livre. Ça passe par Colette, ça bifurque par la Soulamite du Cantique des Cantiques. On trouve aussi les personnages féminins chez Dostoïevski. Donc j'ouvre des questions qui gravitent autour du féminin, mais qui sont abordées à différents moments et avec différentes significations. Pourquoi éthique? Parce que ce n'est pas une morale. Quelle est la différence entre la morale et l'éthique? On ne fera pas une conférence là-dessus, mais pour aller vite, la morale juge et l'éthique traverse des limites et des possibilités. Tout n'est pas permis selon les histoires et les contrats des sociétés. Il y a des limites, mais il y a une possibilité de le transgresser, de s'en libérer, et c'est là que se situe la créativité. Donc je glisse autour de ces questions et je vous propose une panoplie de questionnements. Alors, est-ce que c'est un livre? Je pense que c'est un livre ouvert et un livre vivant. Ouvert vers mon histoire, comme je viens de l'esquisser très rapidement. On parle de différents moments de ma vie personnelle, de la Bulgarie en passant par les couples avec Solers sur ce que nous appelons le mariage commun des beaux-arts. Et ça s'ouvre aussi à la peinture,
qui est un autre moyen d'expliquer, non, mais de poser la question de la différence sexuelle du féminin et du masculin dans une peinture, et aussi de messages qui passent par un sens très incarné. Et là, vous avez pointé l'œuvre de Anish Kapoor, qui m'a beaucoup impressionnée, parce qu'il s'agit de toucher la chair, de montrer la chair vivante, et le sacrifice à partir de la chair. Et dans ce voyage, il a touché aussi la présentation du sexe féminin. J'ai décidé de prendre en couverture du livre des tableaux qui n'est pas une installation. Kapoor fait des installations généralement, et ce côté charnel de notre existence et de toute identité se montre davantage dans ses installations, mais il a fait aussi des tableaux, et dans un de ces tableaux qui s'appelle oui, celui qui est sur le Pink Portrait. C'est une présentation du sexe féminin. On a produit un mouvement à la fois psychologique, éthique et politique, où mettre le sexe féminin en ouverture ne pose pas n'est pas un scandale. Tout le monde le regarde, se l'approprie, et pour ou contre, mais c'est là, et ça n'a rien à voir avec une autre histoire de la représentation du sexuel, qui est l'origine du monde de Courbet, dont chacun sait qu'il était très souvent caché, il ne fallait pas le montrer, et je l'ai vu dans le cabinet de Lacan, même couvert, parce qu'il ne fallait pas le voir. Donc il y a une trentaine d'années encore, on ne pouvait pas voir l'origine du monde, et maintenant Anish Kapoor se retrouve en première page. Donc il y a une modification, me semble-t-il, du regard sur le féminin, de la pensée du féminin, que je voulais montrer d'entrée de jeu. Donc l'idée essentielle de mon livre est de reprendre la définition de Simone de Beauvoir. Vous voyez que ce n'est pas une prétention, c'est aussi une espèce de retour aux origines et motivations de ma démarche comme intellectuelle et comme femme. On ne naît pas femme, on le devient. Moi je dis, on ne naît pas femme, mais je le deviens. Et le je le deviens renvoie à la constitution personnelle de chacune d'entre nous, et c'est ce que me fait découvrir de manière singulière l'expérience d'analyste. Les gens que j'entends sur le divan montrent comment elles sont devenues ou non féminins. L'homme aussi, les hommes aussi. Anish Kapoor en est un exemple. Il parle de son féminin. Le portrait de Pink, c'est son portrait du féminin. Ont ce féminin et comment il le balance, compose, conjugue avec le masculin. Comment je le deviens? J'arrive à une idée qui est ma contribution à la psychanalyse contemporaine, qui consiste à dire qu'il y a un féminin qui est transformatif. Pourquoi? Parce que ce que l'expérience clinique m'a montré, je vais terminer là-dessus parce que vous voyez que j'ai une difficulté à prendre la parole toute seule, mais une fois prise, je ne la lâche pas. Ce féminin a une constitution, ce que le divan m'a appris, beaucoup plus complexe que ce que Freud nous a démontré concernant tout le monde, mais en particulier il se basait sur les hommes, à savoir un Édipe. L'homme aime sa mère, se détache d'elle et se confronte à son père, et ainsi se construit le jeu masculin. Or, ce qui se passe avec le féminin, c'est qu'il y a dans un premier temps un Édipe avec maman, et puis on aime, je l'aime et je la hais, une grande violence et affinité
projection identification projective d'Ira Mélanie Klein qui a accentué et élaboré ces choses. Il y a une première phase donc, de formation du moi féminin qui est une homoérotisme avec le même sexe. Le sexe est du même sexe que la génitrice, nous les femmes. D'où la position de Freud ultérieurement vers la fin de sa vie, à savoir que la bisexualité est plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Donc il y a cette base constitutive. Après, dans l'évolution dite normale, ou on va dire ordinaire et plus banale, la femme change d'objet, passe par un amour pour le père et en même temps identification avec la langue maternelle qui se trouve être aussi la langue de la société. Donc il y a à chaque fois une bivalence, une ambivalence, une capacité de transformation spécifique à l'évolution, à la construction du féminin, qui le rendent, certains disent, plus adaptatif. Les femmes s'adaptent sans y croire, c'est du faux self, c'est parfois des constitutions inauthentiques, ça peut exister et c'est une psychanalyste femme qui a parlé du faux self et du fait qu'on peut être étranger et ne jamais épouser les vérités d'une société, mais être toujours sur le bord, c'est un aspect, mais l'autre c'est la participation authentique dans toute identité et en même temps aller dans le sens de sa transformation. Et j'appelle donc cette spécificité du féminin un féminin transformatif. Et cette transformation nous conduit à être dans des sociétés comme celle du XXe siècle, à la jointure des souffrances, mais aussi des transformations de la société. On l'a vu avec les catastrophes de Mazan et autres possibilités de démonstration aussi du fait que la femme victimisée peut trouver des attitudes, mais aussi des langages pour se détacher de cela. Eh bien, ce féminin transformatif me paraît être un espoir, une ouverture, un pari qu'on peut faire sur la capacité de nos sociétés de se transformer et le rôle des femmes en elles. Et je termine en disant simplement quelque chose qui m'a frappée, même dans les évolutions les plus remarquées, les plus sublimes de notre culture aujourd'hui. Je prends le livre de la coréenne nobelisée Han Kang qui s'appelle L'inépuisable adieu, impossible adieu, et le livre de Daoud Houri, les personnages et toute l'intrigue est basée sur la femme victime. Dans le livre L'impossible adieu, c'est une magnifique transcription à l'encre noire de la dépressivité féminine. Dans l'autre, de Daoud Kemal, c'est l'histoire d'une femme qu'on a voulu décapiter, qui a les cordes vocales coupées, qui ne parle pas, et que le romancier lui donne une voix pour qu'elle puisse parler à l'enfant qu'elle porte, parce qu'elle est enceinte. Donc ce sont des cas traumatiques. Le féminin est toujours présenté du côté du trauma, de la dépressivité, de l'impossible, du victimaire. C'est déjà d'en parler, c'est une manière de le transcender. Mais il y a dans cette tentation de notre culture peut-être aussi une érotisation du féminin victimaire. Et c'est contre cela que l'analyste que je suis essaye de se détacher pour voir comment, à partir de ces épreuves, trauma et dépressivité, il y a une possibilité de rebondir.
et de se transformer, de transformer les autres. D'où cet appui, cette mise en évidence, ce pari sur le féminin transformatif. Et l'autre jour, mon amie psychanalyste ici présente, je le remercie d'être là ce soir, Myriam Lebovici, a dit que ce féminin transformatif est réjouissant. Et je voudrais vous laisser avec cette idée, que, si vous voulez bien lire le livre, d'aller à la rencontre de ce féminin réjouissant dans un monde qui ne l'est pas du tout. Voilà, on arrête là peut-être. De fait. Vous voulez continuer un peu ou pas trop? Peut-être, parce que je sais que vous allez me poser une question sur Colette, ouais. Qui n'était pas très féministe. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a déjà ça, et sur une de ces phrases qui est quand même assez drôle et terrible, en fait, normalement on ne devrait pas avoir le droit de dire une phrase comme ça, quand on parle des suffragettes, où elle dit qu'elle mérite que le fouet et le harem. Bon, on a le droit de rire, parce que bon, c'est Colette. C'est à la fois atroce et très drôle. On est un peu chez Rabelais d'une certaine manière. On est un peu dans cette outrance-là, mais elle est bourrée de contradictions, notre amie Colette, que vous avez préférée à Virginia Woolf pour clore la trilogie du génie féminin. Oui. Et vous avez été une des premières, parce que maintenant Colette est dans toutes les bouches, on a célébré Colette, tout le monde lit Colette, maintenant relit Colette, ou lit pour la découvre. Et c'est aussi grâce à vous, et vous la faites connaître dans ces contradictions-là. Elle est capable de dire des choses comme ça et de faire des choses absolument formidables. Mais elle dit des choses comme ça parce que je pense qu'elle était choquée par certaines, comment peut-on dire, sectarisme de certains féministes qui s'enferment dans des dogmes et dans un combat qui deviennent une idéologie et non pas une expérience. Et pour elle, le féminin est un combat aussi. Elle est passée par des moments de dépression aussi bien intimes dans sa relation avec son mari qui l'a trompée, dans son homosexualité heureuse mais toujours un peu marginale avec Missy, pour traverser la dépression qui n'a jamais été refoulée ni niée, mais qui a été transformée. Et pour moi, c'est aussi un des exemples de ce féminin transformatif. Par exemple, cette Colette qui a failli mourir parce qu'elle a fait une maladie psychosomatique au moment de sa séparation avec son mari, elle dit « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». Ça, il faut le faire. Mais je pense que c'est très féminin. Et ce n'est pas une outrance ou une provocation, mais c'est la capacité de rebondir et de vivre dans un temps qui est le temps des recommencements. Et il y a dans notre civilisation une philosophie, la philosophie masculine, qui fait du temps le temps du souci, le temps de la remémoration de notre finitude et du désir de tenir compte de cette finitude. Et je pense que chez, par exemple, quelqu'un comme Heidegger, parce que c'est le contrepoint à partir duquel va se développer l'œuvre d'une autre de mes génies féminins, Hannah Arendt, le temps est le temps du souci. Alors que pour Colette, le temps est le temps des renaissances. Le souci n'est pas évacué, mais il est un strapontin pour refaire des rebondissements. Et j'ai trouvé cette capacité qui est spécifiquement féminine chez quelqu'un que vous connaissez bien et qui n'a de rapport au féminin que de manière amoureuse et auto-analytique, c'est Philippe Solers qui va donner dans ce dernier livre un exemple de ce recommencement possible quand on est au bord de la mort et quand on l'attend avec sagesse et avec apaisement. C'est la traversée du néant. Il a écrit cette
phrase dès son premier roman, Une curieuse solitude, à savoir que ce qu'il veut dans sa vie, c'est d'écrire, parce que l'écriture est une traversée de la mort, traversée du néant. Et dans ce dernier livre, il est plein d'ironie, plein de sarcasme, plein de rire et d'intimité, tout en se sachant au bord du néant. Soleil noir de néant, il est là et c'est ainsi. Donc cette capacité de rebondir est propre à toute créativité, y compris masculine évidemment, à condition que évidemment cette bisexualité psychique habite le créateur. On trouve chez Colette cette capacité de rebondir dans cette phrase-là. Renaître n'a jamais été impossible pour elle. Et aussi cette phrase dans une autre dimension, la mort n'est qu'une banale défaite, le grand mystère c'est l'éclosion. Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. Donc, cette capacité de traverser notre finitude est quelque chose qui me fascine dans l'expérience de toutes les femmes, plus ou moins, et du féminin de l'homme, plus ou moins consciemment revendiqué, mais à l'épreuve tout au long de la vie. Voilà. Tout en disant que l'hétérosexualité sera toujours le problème à vous poser. Oui, c'est le problème parce que c'est quelque chose de très, très difficile. Moi, dans ce livre, il est question en effet de ce féminin transformatif, mais aussi bien de la maternité que j'appelle une capacité de reliance dans laquelle il n'y a rien d'extatique et de facile, paradis sur terre, mère-enfant, vierge avec son enfant, etc. Mais beaucoup de traversées aussi de la violence et de ce que j'appelle l'abjection de violence entre la mère et l'enfant et la mère, mais reliance quand même complexe et dépassable. Mais je parle aussi de ce que vous posez comme question sur... vous pouvez me la reformuler pour que je... Sur l'hétérosexualité sur l'hétérosexualité telle que que je considère comme une découverte relativement jeune, relativement tardive dans l'histoire de notre civilisation et des civilisations. Pourquoi? Parce que les relations hommes-femmes comme contrat entre les deux sexes différents ont toujours accompagné la vie humaine pour garantir la reproduction de l'espèce et la transmission des biens. Mais l'introduction de l'amour dans ce contrat entre hommes et femmes est relativement récente. Quel amour? C'est l'introduction de l'amour qui donne l'hétérosexualité. Quel amour? Ce n'est pas l'amour platonicien qui concerne l'élève et le maître et la traversée du bien et du beau, comme Platon l'explique en posant dans l'Occident cette identité, cette énormité du mot amour. L'amour dans l'hétérosexualité, la première représentation ou expérience que nous avons, on le trouve dans le Cantique du Cantique, et c'est la Soulamite, qui est cette figure féminine qui cherche son autre, qui est Dieu ou son berger, et qui ne trouve de satisfaction que dans la capacité de parler de cet amour et de son impossible, de sa difficulté. Quelque chose comme un paradis à venir et jamais
déjà dépassé. C'est un des appuis de ma réflexion, l'héritage biblique. L'autre, c'est l'expérience intérieure de Georges Bataille, où il démontre la relation entre les deux sexes comme quelque chose d'extrêmement violent qui arrive à ce grand mal qui est un petit mal dans l'orgasme, mais aussi qui est à l'horizon avec la reproduction, avec l'arrivée d'un tiers de l'enfant, fusion et diffusion des deux sexes, et l'enfant en perspective ou non. Et dans cette perspective-là, l'hétérosexualité, avec ces dimensions-là, apparaît comme quelque chose de fragile et attirant et constamment problématique, et non pas comme un mythe de journaux de mode ou de paix sociale. J'étais une grande lectrice comme en Bulgarie de Musset, et j'avais écrit une phrase qui me revient maintenant parce que je l'ai retrouvée dans le dernier numéro du Figaro Magazine, et je lis tout, même y compris de temps en temps Figaro Magazine, quelqu'un qui citait Musset, qui dit qu'il y a une chose sublime et sacrée dans ce monde, c'est l'union de deux êtres aussi imparfaits et si affreux. Et c'est ça pour moi, c'est cette rencontre dans l'hétérosexualité qui nous hante, qu'on rejette. C'est papa, maman et on n'en veut pas, mais ça devient les opéras de savon de toute la presse et de Netflix et de tous les cinémas plus ou moins modernes. C'est un paradis propagé et impossible ou vomi, mais qui, dans toutes les relations, quelque libres qu'elles soient, pose à l'horizon l'accouplement des deux sexes, avec ou non la présence de l'autre sexe. Ça peut être spermatozoïde qui représente l'homme ou la mère porteuse qui représente la femme, mais l'image de deux êtres imparfaits et affreux nous hante dans l'avènement de l'humain. Voilà, toutes ces questions sont soulevées de temps en temps et dans différents articles ou réflexions. Y compris la Russie qui nous hante aujourd'hui et qui est présente dans ce livre à travers Dostoïevski. J'ai fait un grand entretien, grand en tant que nombre de pages, avec un collègue, Jean-François Richard, sur Dostoïevski, pour parler aussi des femmes de Dostoïevski. Et ceux qui lisent cet auteur savent que Nastasia Philippovna, par exemple, était une des premières féministes, si on peut dire cela, parce que c'est une féministe vaincue, mais néanmoins qui a osé se dresser contre son bienfaiteur et abuseur, et se laisser tuer par Rogojine sans épouser le prince, parce que elle se révoltait contre les grands de ce jour, mais qui est une figure de femme transformative qui hante la littérature et qu'il serait intéressant de lire aujourd'hui quand on voit se fermer cet horizon entre la culture européenne et la culture russe. Donc vous trouverez cette ouverture aussi dans ce livre, et je m'arrête là peut-être pour poser des questions. Voilà. Ça va, c'est bien. Voilà. Peut-être Myriam. Myriam. Non, juste, c'est-à-dire, que je veux remercier d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous qu'on a relancé toute cette opération. Donc, grâce à Myriam. Non, je voulais juste dire combien j'étais sensible à votre féminin transformatif, parce que par rapport à toute une psychanalyse qui parle du féminin comme enfant de pénis, comme étranger à l'ordre phallique, vous en faites quelque chose qui est vivant, vivifiant et tout ça. Et ma question, c'était juste de dire, à un moment, vous dites que le féminin, c'est le boson de l'inconscient. Ah oui. Je me demandais ce que vous vouliez dire par là.
Mais le boson, parce que moi j'ai voulu travailler dans le domaine de la physique et de partir en Russie pour rejoindre les laboratoires sur l'énergie atomique, etc. Mais mes parents n'étaient pas communistes, donc on ne pouvait pas faire ces études-là. Et donc je me suis consacrée à l'intime, donc la philologie française, la philosophie, etc. Mais je continue à lire les recherches de manière très naïve et populaire. Donc le boson est une particule essentielle de la matière, sans laquelle la matière n'existe pas, mais qu'on ne peut pas isoler, qu'on n'arrive pas à saisir, à identifier, à photographier. Dernièrement, quelques tentatives existent, mais pas assez. Donc c'est l'essentiel, mais imprenable. Et on appelle même certains, on a fait un entretien récemment avec Patricia Boyer de la Tour pour la revue Études, et merci Patricia d'être là. Elle est tellement essentielle qu'on l'appelle la particule de Dieu. Et bien moi je l'appelle la particule du féminin. Donc le féminin est le boson de l'inconscient. Voilà. Je vais y aller jusqu'au ça. Elle est très forte. Voilà. Bon, on va peut-être pas non plus trop vous fatiguer. Il y a beaucoup de monde, donc plein de livres à signer. Si vous en êtes d'accord, vous pouvez tranquillement, n'oubliez pas d'acheter les livres. Je vais passer à mon nouveau métier de barman et Mme Castera, merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.